Salut à toutes et à tous, bienvenue dans RMC Box. On va parler du combat que tout le monde attend entre Errol Spence Jr. et Terence Crawford avec les deux experts qui m'accompagnent, Alexandre Herbinet, Jonathan Macardy. Comment ça va les gars ? Salut Charles. Salut mon Charles. C'est un homme nouveau qu'on a face à nous. C'est vrai ? Alors pourquoi ? ouais. Tu parles de ma coiffure, c'est ça ? C'est bien, t'as pris 10 piges dans les dents. T'as l'air inquiet pour moi, mais t'inquiète pas, ça va repousser très vite. Enfin, j'espère. On en reparle dans les prochaines vidéos, on verra si ça a bien évolué. C'est plus la fin que le début là. Ouais, bon. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont des petits débuts de calvitie, Spence et Crawford ? J'ai pas trop fait gaffe à ça pourrait être un sujet Écoute, on étudiera esthétique. On étudiera ça d'ici ce week-end. Je vous laisse entre vous êtes experts futur expert et on en a un. C'est vrai qu'il y a trois strates, il y a trois strates de ce qui se passe et en plus c'est dans l'ordre. Bon les gars, c'est un combat qui aura lieu donc dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 2h du matin sur RMC Sport 1. Ce sera suivi avec Thomas Desson et John Dovier aux commentaires. Et actuellement, par rapport à ce qu'ont fait les deux hommes, par rapport à ce qu'on connaît d'eux, Alex, ça a été le titre du film RMC Sport fait par Nicolas Lansalo qui est actuellement disponible sur YouTube et aussi sur la chaîne RMC Sport. C'est un combat qui va tout simplement permettre de déterminer qui est le meilleur boxeur du monde. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Alex ? Alors, on mettra une petite nuance parce que personnellement, et je sais que Joe m'accompagne là-dessus, notre boxeur numéro 1, pound for pound, donc toute catégorie confondue, c'est un japonais qui s'appelle Naoya Inoue. En tout cas, c'est celui qu'on préfère. Mais ces classements-là, c'est très subjectif. Ce qu'on sait et ce qu'on peut dire à coup sûr, c'est que Errol Spence Jr. comme Terence Crawford sont rangés par tous les spécialistes dans le top 5 des meilleurs boxeurs de la planète, toute catégorie confondue. Donc le vainqueur, si des spécialistes le mettent numéro 1 de ce classement subjectif, j'ai aucun problème avec ça. C'est parmi les deux meilleurs boxeurs de la planète et c'est rare d'avoir deux boxeurs si forts qui s'affrontent dans un combat, donc il faut profiter de ça. Et qu'on le désigne meilleur ou numéro 2, c'est pas très grave. L'important, c'est qu'on va voir la crème de la boxe mondiale ce week-end. D'autant plus que si un des deux arrive à finir l'autre de manière spectaculaire et que c'est un combat, tu vois, net, clair, précis, sans bavure, ça sera difficile de contredire ça. Parce qu'en termes d'opposition, il y aura eu, tu vois, le meilleur qui a affronté potentiellement l'autre meilleur. Attention, Naoya Inoue va affronter Fulton. Fulton, c'est pas n'importe qui, mais en termes de niveau général d'opposition, on est quand même un petit cran en dessous. Après, nous, notre critère avec Alexandre, c'est plus technique. Et techniquement, on a du mal à voir quelqu'un qui est aussi fort que Naoya Inoue, même si, pour moi, Crawford, c'est kiff bourricot. Alors justement, c'est vrai que niveau technique, il y a pas de match. C'est un combat qui s'annonce exceptionnel par rapport à ce qu'ont montré les deux hommes. Errol Spence Jr., c'est 28 victoires, 0 défaites, 22 KO. Terence Crawford, lui aussi, il est invaincu, 39 victoires, aucune défaite et 30 KO, donc des stats qui sont impressionnantes. C'est au niveau technique, donc on l'a dit, c'est dingue. Par contre, au niveau notoriété, au niveau de ce que ça peut provoquer, il y a peut-être un petit déficit par rapport à des combats comme on peut se le demander dans cette émission entre Mayweather et Pacquiao. En tout cas, les gars, on va regarder un premier extrait du film de Nicolas Lansalo, parce que vous allez le voir, malgré ce petit déficit de notoriété d'Errol Spence Jr. et Terence Crawford, aux États-Unis, dès l'annonce du combat, tous les journalistes étaient déjà comme des fous. And Errol Spence Jr. have reportedly agreed on terms to fight that ends years of both fighters not fighting each other. They're finally gonna fight. Finally it's happened to me right in front of my face and I just cannot deny it. I have been waiting for years for this right now. Terence Bud Crawford, he's unbeaten. He's 39-0. He's got 30 knockouts. Taking on the truth. Errol Spence Jr., unbeaten as well, 28 victories, no defeats, and 22 knockouts. It is one of the most anticipated fights of this decade. But man, I'm so happy for this man. I'm gonna be there this one. I don't care what it costs, I'm gonna be there. Man, listen, that's a hell of a fight. This is my favorite sporting event you could make, Crawford Spence, and in the world right now, any sport. Ce sont deux boxeurs méconnus en France, mais ce sont pratiquement les deux meilleurs boxeurs de la planète. And I'm talking in the spirit of Ali Frazier, Leonard Duran, Hagler Hearns, and of course Mayweather Pacquiao. Bon, vous le voyez, aux États-Unis, c'est un truc de malade. Joe, ils le disent, c'est le combat, enfin certains le disent en tout cas, c'est le combat le plus attendu de la décennie. Mayweather-Pacquiao, c'était en 2015. Est-ce que pour toi aussi,
c'est ce Errol Spence Jr. contre Terence Crawford, le combat le plus attendu de la décennie. Si tu te places dans la posture d'un puriste de la boxe, tu peux éventuellement dire que c'est le combat le plus attendu de la décennie. Je pense qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. On a tous eu des fourmis dans le ventre, des papillons dans le ventre quand Gennady Golovkin a signé son contrat pour affronter Canelo Alvarez. Et je pense qu'en termes de retentissement, en termes d'exposition médiatique et en termes d'attente générale, c'était quand même 1 voire 2 crans au-dessus parce que c'est Gennady Golovkin et parce que c'est Canelo Alvarez qui sont 2 figures plus médiatiques qu'Errol Spence Jr. et que Terence Crawford. Après, si on se place du côté des puristes purs de la boxe, il y a match. Il y a un très gros match parce qu'en termes d'opposition de style, il y a 2 combats qui nous font fantasmer depuis des années, qui seraient capables de nous rendre zinzin tous les uns comme les autres. C'est Arthur Beterbiev contre Dimitri Bivol et Spence Crawford. Donc ouais, on est dans une dimension qui est quand même très très élevée. Ah, c'est très intéressant parce qu'il y a une double analyse à faire de ça. En effet, sur le pur plan de la boxe, c'est sans doute un des plus attendus depuis les dernières années, il n'y a pas de souci, peut-être même le numéro 1. Après, populairement, c'est pas des stars. C'est-à-dire, ce même combat dans les années 80, ça aurait été un événement mondial. Aujourd'hui, la boxe a baissé de pied. Ces gens-là sont moins connus, notamment en France, on va pas se mentir. Spence et Crawford, c'est pas des superstars du sport. La différence, elle est par rapport aux personnalités de Spence et Crawford ou par rapport à ce qui est devenu la boxe? Moi, je mets les deux. Spence et Crawford sont pas très vendeurs. Spence a jamais été un énorme trash talker, quelqu'un qui vend beaucoup sur ses paroles. Crawford, c'est quelqu'un qui parle avec ses poings, qui parle avec sa boxe, qui est pas le meilleur en interview, loin de là, même s'il a déjà fait notamment un podcast chez Joe Rogan, très intéressant, très long. Mais c'est pas le mec qui va vous sortir des punchlines. On a eu l'exemple là, le diffuseur américain a fait une vidéo où il propose aux deux de noter l'autre sur les qualités. Et Spence se moque un peu de Crawford en donnant des mauvaises notes sur certains points. Crawford, il est hyper basique. Spence, 7 sur 10 en puissance, 8 sur... Il est même pas dans la rigolade, quoi. Il est pas vendeur du tout. Donc je pense que ça joue, mais le déclin de la boxe joue aussi forcément parce que je vous dis, ce même combat dans les années 80, ça aurait été un autre type d'événement. Donc on va peut-être pas vendre au point, par exemple, on a eu en début d'année un combat entre Ryan Garcia et Gervonta Davis qui mêlait bonne boxe. Non, on va pas vendre autant de pay-per-view, ça c'est sûr et certain. La notoriété d'un Ryan Garcia sur les réseaux, qui est aussi un très bon boxeur, mais qui est pas un boxeur d'un niveau d'un Spence ou d'un Crawford, aujourd'hui, ça va plus jouer pour vendre des pay-per-view que la qualité de boxe de Spence ou Crawford. Ryan Garcia, il fait pas le même sport que Spence et Crawford. Non. Faut quand même bien se rendre compte. Après, je vais être un peu provoque, mais je pense par exemple que Jake Paul, Nate Diaz va vendre plus de pay-per-view que Spence Crawford. Mais c'est problématique et ça veut dire 2 choses. Ça veut dire premièrement que, à mon sens, Alex a raison, la boxe a décliné et a souffert de la concurrence du MMA qui est devenu un sport aussi important qu'il est aujourd'hui. Et deuxièmement, je pense qu'il y a un problème du côté des promoteurs. On peut dire ce qu'on veut de Dana White, notre ami chauve préféré de l'UFC. Parfois, c'est avec des gros sabots, parfois, c'est un peu, tu vois, avec des manières de faire qui sont un peu contestables, mais c'est vendre ses combattants. Le problème, tu vois, de Crawford, c'est que, par exemple, quand il était chez Top Rank avec Bob Arum, Bob Arum a jamais su le valoriser. Bob Arum disait oui, mais c'est à lui de se vendre. Non, le promoteur, ça s'appelle un promoteur, c'est à lui de faire le travail aussi. Joe, je suis d'accord avec toi, le promoteur c'est primordial. Et d'ailleurs, Dana White à l'UFC, lui c'est une figure à part entière. C'est comme il est plus gros que quasiment le plus gros des combattants de l'UFC. Donc lui c'est un peu particulier aussi. Mais disons que est-ce que c'est pas le problème vraiment de la personnalité de Spence et Crawford, pour rebondir sur ce que disait Alex, c'est-à-dire que il y a pas de trash talk. En plus de ça, ils ont vécu de grandes choses et dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle. Il y a beaucoup de choses à raconter, on va en parler rapidement. Mais est-ce que c'est pas ce problème de personnalité? Il n'y a pas de relief chez l'un et chez l'autre. C'est peut-être ça qui manque. C'est les deux. Et je pense que ça vient aussi de leur entourage et de la manière dont ils sont conseillés. Tu vois, par exemple, je pense que Ryan Garcia, il a été très bien conseillé, outre le fait qu'il vienne de cette génération qui est instinctive avec son téléphone et ses réseaux sociaux. Mais c'est un problème qui est global. C'est un débat qui serait très très long à faire. Mais le fait est que si on s'intéresse à ce sport-là, c'est un combat qui est gigantesque. Et l'autre fait, c'est que c'est aussi à nous, médias, de faire le travail et d'expliquer aux gens pourquoi, à 2h30 du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, il va falloir poser ses fesses sur son canapé et ouvrir bien grand les yeux parce que ça va être un très très grand spectacle auquel on va assister. Et chose à dire importante sur ce combat-là, c'est qu'on l'a pas trop tard. Si on l'avait eu il y a 2 ans, ça aurait pas été déconnant. Ils étaient déjà champions des welter les deux. On l'aurait eu avec grand plaisir. Là, on l'a alors que Spence a récupéré les 3 ceintures, donc ça permet d'avoir les 4 ceintures en jeu.
Ils sont au-dessus de la trentaine les deux, mais on peut les considérer encore dans leur prime. Joe citait Canelo Golovkin il y a quelques années. C'était un peu trop tard. Golovkin était déjà un peu trop sur la pente descendante. Comme Mayweather Pacquiao, c'était évidemment trop tard à l'époque. Celui-là, ce qu'il faut dire à nos spectateurs, c'est que il est au bon moment. Vous allez avoir deux boxeurs au sommet de leur art. Et c'est cool de voir ça. Je vais ajouter que Beterbiev Bivol, même si ça se faisait l'année prochaine, ça serait déjà trop tard. Mais attends, Joe, t'es d'accord avec ça? Est-ce que ce combat, Errol Spence Jr., Terence Crawford, tu le fais un an avant ou un an après, c'est des moins bons timings? Là, c'est vraiment le moment parfait pour toi aussi? Parce qu'on en parlait déjà il y a 2 ans, il y a quelques années de ce combat-là, en disant que ce serait le combat parfait à l'époque. Est-ce que c'est vraiment maintenant le meilleur moment pour le faire? Non, parce qu'avec Alexandre, quand on a commencé le RMC Fighter Club il y a quasiment 4 ans, on parlait déjà de ce combat-là comme étant un des combats que nous voulions absolument voir. On le cite dans la première émission. Voilà, après, Alexandre a raison. Il y a eu le fait que Spence récupère les 3 ceintures et que du coup ce combat-là soit pour unifier la catégorie. C'est quand même quelque chose d'énorme. On va rappeler que si Crawford arrive à unifier la catégorie en remportant son combat contre Spence samedi, ce sera le premier boxeur de l'histoire à unifier 2 catégories différentes. À 4 ceintures. À 4 ceintures. Ça sera déjà quelque chose d'énorme. Donc ça, c'est très bien. Et puis n'oublions pas que notre ami Spence a eu cet accident qui a sans doute, cet accident de la circulation, de voiture, qui a sans doute un petit peu retardé le fait que ce combat se fasse. Ouais, donc bon. Alors, j'aime bien comme tu dis circulation, alors que c'est pas vraiment un problème de circulation. Il y a des images, je voulais retrouver dans le film. Et juste pour c'est de la circulation qui se provoque tout seul. Charles, tu parlais des personnalités, le fait que ce soit pas assez vendeur. Dans les 10 dernières années, Joe a cité Canelo Golovkin. L'autre combat très attendu qu'on aurait pu citer, c'est Wilder Fury, mais le 2. Le 2, puisqu'après le numéro 1 où on pensait que Wilder allait atomiser Fury qui sortait de sa dépression, le fait qu'il ressuscite, qu'il résiste à la droite de Wilder, le 2 était hyper attendu. Ouais. Mais tu vois la différence de personnalité? Fury, qui est très showman, qui est très grande gueule. Wilder même s'il parle moins, est très showman aussi. Par rapport à des Spence Crawford, alors que c'est sans doute moins bon sportivement, il savait quand même beaucoup mieux se vendre. Et en plus, on est chez les poids lourds. Ouais. On va commencer à parler un petit peu de la boxe pure des deux garçons. On va repasser un extrait du film, parce que aussi pour Errol Spence Jr., il y a un jour qui a peut-être changé sa vie. C'était en 2013. Regardez ce qui s'est passé. Ça faisait 2 ans qu'il sortait des JO. Il mettait les gants avec tout le monde. Et un jour, Floyd a mis les gants avec lui. Et on a eu une petite surprise. Il a été malmené. Je vais même te dire que limite, des fois, il avait un petit peu l'ascendant. Floyd, si tu veux, en sparring, c'est quelqu'un vraiment qui maltraite ses sparring partners. Il n'y a pas de respect. On sent vraiment une différence. Et là, en fait, il y avait réponse à tout, quoi. Il ne pouvait pas placer ses contres de l'épaule, son jab qu'il envoie chaque fois corps, ça passait pas, quoi. Pendant ce sparring, il y avait peut-être une vingtaine de personnes. À la fin du premier round, on était juste 5. Il a fait sortir pas mal de personnes. Il l'a checké à la fin, genre good job. Mais pour nous, le good job voulait dire celui-là, il va faire des dégâts plus tard. Alex, on parle d'un événement donc qui a, c'est vrai, aux yeux du grand public, qui a changé la carrière de Errol Spence Jr. et qui l'a aussi certainement élevé en tant que boxeur. Qu'est-ce que ça représente vraiment, ce qu'on entend dans le film, de mettre à mal Floyd Mayweather en 2013, là où il est quand même à son prime, sur un entraînement? Qu'est-ce que ça représente vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire? On rappelle, Jack, 2013, Errol Spence sort des JO en 2012, il a fait quart de finale, il a été battu, donc il vient de commencer sa carrière pro. C'est un tampon un peu pour le grand monde, c'est-à-dire ça veut pas dire grand-chose parce qu'on est en sparring et que c'est pas du tout pareil qu'affronter Floyd Mayweather en combat, mais c'est un petit tampon médiatique, c'est-à-dire qu'une fois que l'histoire elle sort, tiens, attends, lui là, le petit gamin qui était au JO et dont on dit beaucoup de bien, parce qu'on disait beaucoup de bien de Errol Spence à ses débuts de carrière pro, il y avait même des comparaisons avec Sugar Ray Leonard, c'est quand même pas n'importe qui, même si Sugar Ray lui avait été champion olympique, pas éliminé en quart, mais donc il avait déjà cette petite aura. Et on vous rajoute un petit truc médiatique en vous disant, vous voyez, il a malmené Mayweather en sparring, donc regardez-le parce que ce gars-là va pas blaguer et va monter très haut. Mais ça veut pas dire grand-chose techniquement parce que c'est pas du combat, quoi. Mais mais Joe, c'est vrai, c'est un tampon comme le dit Alex, mais apparemment c'est quand même quelque chose de très rare. Tout le monde n'a pas malmené. Voilà, c'est ça. Non, mais pour un jeune boxeur, pour le jeune boxeur qu'il était quand même, Errol Spence Jr., ça lui a peut-être permis aussi de prendre beaucoup de confiance pour la suite de sa carrière. Est-ce que tu le ressens comme ça, toi, Joe? Oui, exactement. Et puis je pense qu'Alex a dit le mot juste, c'est un tampon médiatique. Ouais. Ce qui se passe dans la salle reste dans la salle. Il ne veut pas dire grand-chose, mais en termes d'exposition, ça voulait déjà dire quand même quelque chose. Voilà.
Alors, au niveau de la boxe pure, du coup, les gars, on a beaucoup parlé. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. Et d'ailleurs, sur lequel vous n'êtes pas forcément totalement d'accord. Vous pouvez retrouver d'ailleurs vos débats sur le RMC Fighter Club. Il y a 2 épisodes qui présentent en détail ce combat entre Errol Spence Jr. et Terence Crawford. Il y a une donnée qui est vraiment particulière. C'est que Terence Crawford maîtrise un aspect de la boxe que très peu de boxeurs maîtrisent. C'est-à-dire qu'il a un changement de garde qu'il est capable de réaliser à tout moment et il est capable de changer le combat grâce à ce changement de garde. Beaucoup de combattants sont capables de le faire, ce changement de garde, mais par contre, très peu l'utilisent avec autant d'efficience. C'est vrai que c'est peut-être cette donnée-là technique qui pourrait permettre à Crawford de gêner Spence. C'est la nuance importante que tu apportes, Charles, qui est importante à dire pour ce point technique de Terence Crawford. Beaucoup de boxeurs peuvent changer de garde et savent boxer dans les 2 gardes, ils s'entraînent pour ça. Par contre, être aussi efficace dans l'une comme dans l'autre et pouvoir le changer en cours de round, notamment en restant dans cette même efficacité, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus rare et que maîtrise Terence Crawford, avec des subtilités dont on a parlé dans le podcast. Par exemple, quand il est en droitier, Terence Crawford, c'est beaucoup plus les phases où il est dans l'agressivité, où il va aller chercher, au combat, aller chercher l'adversaire. Et quand il est en gaucher, par contre, il est beaucoup plus habile dans ses contres, notamment, ce qui fait sa force. Donc, il a des qualités des 2 côtés et il sait s'adapter et choisir la meilleure garde au bon moment, selon ce que propose l'adversaire. Joe, t'es d'accord avec ça? Il y a une sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde. Quand il est en garde de droitier, il a des caractéristiques techniques, et en garde de gaucher, il a d'autres caractéristiques. Oui, Alexandre a bien résumé, c'est ce qu'on a dit dans le RMC Fighter Club. Après, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est la manière dont il l'utilise et le timing auquel il change de garde. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il change de garde, c'est pas juste un effet de style, comme certains peuvent le faire, c'est pas juste pour perturber l'adversaire, c'est pour aller chercher de l'efficacité. Tu vois, par exemple, un Vasil Lomachenko qui lui aussi change souvent de garde, c'est plus parfois pour envoyer des fausses informations et pour perturber son adversaire. Là, tu as vraiment, chez Crawford, cette utilisation pour aller faire mal, pour aller donner le coup dur, pour aller entamer physiquement le mec qui est en face de lui dans le ring. Donc c'est ça qui est extrêmement impressionnant. Efficacité et utilisation parfaite pour aller chercher le coup dur sur son adversaire. C'est très 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 beau à voir. C'est fascinant quand tu t'intéresses à la technicité pure de l'art pugilistique. Et il n'y a personne d'autre à l'heure actuelle qui le fait aussi bien que lui. Alors du coup, si cette force est tellement proéminente et tellement importante dans son jeu, ça va être quoi, Alex, du côté de Spence, les forces qui vont lui permettre de pouvoir contrer justement cette efficacité du côté Crawford? Spence, c'est un boxeur très léché, c'est un excellent boxeur, ça tape fort aussi déjà, il faut le noter, ça tape beaucoup. Un rythme de coup qui est le plus élevé chez les welter, il vous lâche pas, quoi. Il vous lâche pas, Errol Spence, donc il faut pouvoir proposer et niveau défensif et niveau contre quelque chose, mais ce qu'en est capable Terence Crawford. Moi, je sais que quand tu disais, vous en avez débattu, vous étiez pas d'accord, tu cites, c'était où moi j'ai dit, mais je m'étais mal exprimé, j'avais repris sur la fin du podcast, c'est que je le vois parfois plus, notamment contre ces derniers combats comme contre Ougas, plus versatile, non pas dans ce qu'il peut se faire ou dans ce qu'il sait faire, mais parfois dans ce qu'il propose sur la longueur d'un combat, à plus changer de truc quand parfois Crawford va rester sur un truc qui marche. Donc de toute façon, c'est un boxeur complet, léché, très propre, beaucoup de débit de coups, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème pour n'importe qui en face, même pour un artiste comme Terence Crawford. Tu dis aussi dans le podcast Herbie qu'à la base Crawford c'est pas un pro welter naturel. Est-ce que vous pensez, les gars, aujourd'hui que Crawford, ils l'ont prouvé, mais c'est maintenant la catégorie dans laquelle il est à sa place? Il y aura quand même un écart et une différence de gabarit entre les deux. Spence sera quand même un peu plus imposant athlétiquement et physiquement. Ça peut jouer parce que on a affaire à 2 boxeurs sur qui, quand tu les opposes, ça sera les détails qui vont compter. Après, moi, j'ai un combat qui est référence. C'est les 2 ont combattu Sean Porter, qui pour moi, en termes athlétisation, non, d'athlétisme. De qualité athlétique. Voilà, il veut dire athléticisme en anglais, mais il n'a pas réussi à trouver la traduction. En termes de qualité athlétique, tu fais pas mieux dans cette catégorie. Et tu as vu que Crawford, qui certes vient d'une catégorie de la catégorie du dessous, et avait répondu au défi physique imposé par Sean Porter et l'avait même terminé. Donc pour moi, très peu de doute là-dessus. Après, la clé du combat, pour moi, elle est très simple. D'un côté, tu as un mec comme Terence Crawford qui se sert de ses changements de garde et que tout ce qu'il fait dans le ring serve à un seul but, celui d'imposer sa volonté, c'est-à-dire de dicter le rythme du combat et d'être celui qui prend en charge comment le combat se déroule et où le combat se déroule. Spence,
il a jamais été mis face à ce genre de situation et on ne sait pas vraiment comment il va réagir sur le fait de ne pas être le chef d'orchestre du combat. Exactement, c'est et plutôt pour moi, lui ça va qui être mène dans les la débats. tête. Ouais, ça ouais. va être dans la tête parce que j'ai aucun doute sur le fait que Crawford techniquement a les armes pour imposer à Spence ses conditions à lui, ses termes à lui, c'est-à-dire si je veux que on envoie du débit, on va envoyer du débit à ce moment-là. Si je veux que ça se passe contre les cordes, on va aller contre les cordes à ce moment-là. Spence, je pense qu'il a un petit peu moins de finesse, notamment dans ses déplacements, pour se permettre d'imposer sa volonté sur ce registre-là. Et on va voir, parce que Crawford, si tu me demandes quelle est sa qualité principale, au-delà même d'être capable de changer de garde, c'est cette faculté à faire plier tous ses adversaires. C'est un finisseur. Alors, quand on voit les noms que l'un et l'autre ont battus, on va parler des plus connus. Du côté d'Errol Spence Jr., on a battu des grands noms comme Yordenis Ugas, Danny Garcia, Sean Porter et Mickey Garcia. Et du côté de Terence Crawford, les principaux noms, c'est Sean Porter, c'est Kell Brook et c'est Amir Khan. Pour vous, lequel des deux... Garcia. Pardon ? Enlève Mickey Garcia. Non, n'enlève pas Mickey Garcia. Pourquoi tu veux que je Parce l'enlève ? que c'était trop haut comme catégorie pour lui. C'est que Mickey Garcia. Non, mais bon, il l'a était fait quand même. Voilà, il était champion dans 4 catégories. Il montait dans une catégorie C'était qui en trop. effet n'est pas la sienne. caté de trop. Mais c'est quand même un boxeur qui était à 39-0 champion dans 4 Mais- catégories différentes. Et le fait qu'il, au-delà d'imposer sa puissance physique, qu'il le outbox, qu'il soit le meilleur boxeur ce soir-là dans le ring, ça reste impressionnant. C'est plus facile d'outboxer C'est plus quelqu'un quand, facile, quand oui, tu c'est fais plus 10 facile. kilos de plus que lui dans le Non, ring. mais C'est plus facile. par contre, C'est Joe, vrai. tu Ça sais, avait ni queue ni tête ce combat. un champion comme lui, s'il monte de catégorie, il sait aussi ce qu'il fait. Tu peux pas enlever à un combattant de son Ouais, palmarès il le est- fait d'avoir battu un des plus grands champions des Il est dernières années. courageux mais inconscient. D'accord. Et je suis un c'est des pas plus pour grands autant fans de qu'il- Mickey C'est Garcia. pas pour autant qu'il faut rayer de la liste Ouais, mais cette non, victoire. ce que je veux dire, c'est que Donc- c'est pas significatif, tu vois. D'accord, ouais, c'est pas significatif. celle qui te parle le plus. Ouais. Par rapport aux noms qu'ils ont battus, Alex, pour toi, qui a le palmarès le plus facile. parlant? Je rappelle, je l'ai dit tout à Non, l'heure, moi, 28 victoires, 0 défaite pour Errol Spence, 39 victoires, 0 défaite pour C'est pour facile. pour Moi, je te Terence dirais que Crawford. sur le run récent, les 5-6 oui. derniers combats, le plus impressionnant, c'est Spence. Spence, Eh oui, ouais. de Le loin, plus de impressionnant, loin, c'est de loin. Spence de très loin. Mais je pense que la plus belle victoire des deux palmarès, c'est Crawford contre Porter. Oui, La oui. façon dont il le bat et dont il Ouais, montre donc sa c'est supériorité. intéressant parce qu'il y a quand même deux notions bien différentes. T'es d'accord avec ça? Oui, entièrement. C'est-à-dire qu'on peut partager les mérites. Là, il y en a un Surtout qui a que- une victoire vraiment de renom et qui marquera à travers les années. Et puis, tu as un run qui est plus intéressant. Et on va pas se mentir, Charles, c'est ce qui lui manque à Crawford. Crawford, il lui Ouais. manque la grosse victoire quand même, le gros nom qui fait qu'il n'y a Mais plus pourquoi- aucun doute sur sa place dans Pourquoi ça lui l'histoire manque, de la boxe. Alex? C'est ça, c'est ça. Ça lui manque C'est parce que personne n'a voulu l'affronter et que Top Rank n'a pas su lui bouquer les combats. Et parce C'est qu'il a un dominé une combattant qui- catégorie, les super légers, où il n'y avait Voilà. pas grand monde à part Exactement. Victor Postol. Exactement. Mais c'est ça qui est un peu terrible dans leur carrière, hein, parce que finalement, par rapport à ces noms-là qu'on vient de citer, les gars, il n'y a pas un Pacquiao, il n'y a pas un Mayweather, si on va dans d'autres cas, il n'y a pas de Canelo, il n'y a pas de nom comme ça, Mais et c'est ça qui leur porte préjudice, en fait. Ça, c'est du fait de la faiblesse générationnelle de cette catégorie-là à l'heure actuelle. hein. Ouais, mais alors, ça a été une mais, des catégories ouais, reines, mais mais- quand tu regardes le meilleur, le troisième homme, ils l'ont battu les deux. Ah, C'était mais Sean Porter. du coup ça veut dire que tu enlèves un petit peu de renom à ce qu'ils viennent de faire sur ces dernières années, puisque tu dis que c'est une catégorie qui a été trop faible. Il y a une réponse assez simple, Charles. Déjà, par exemple, un Pacquiao aurait pu affronter Errol Spence, et puis il y a eu une blessure à l'œil, à la rétine, Errol Ouais, Spence. ouais. Donc finalement, c'est Ugas qui a affronté Pacquiao. Ugas a battu Pacquiao, et Spence a fini par prendre Ugas. Mais ils ont pas en fait- ces noms-là. Mais oui, ils les ont pas. mais en fait, tu as la réponse dans ta question. Les noms que tu veux dans leur palmarès, c'est samedi soir à Las Vegas. Exactement. Pour Crawford, Voilà. c'est Spence. Pour Spence, c'est Crawford. Voilà. Ça règle le débat. Ouais. Exactement. Après, c'est pareil, hein, la remarque que je faisais sur Mickey Garcia, tu vois, par exemple, moi, dans la liste d'accomplissements significatifs de Terence Crawford, j'enlève Amir Khan. Parce qu'il était était enfin- déjà rincé. Il Ouais. était déjà rincé. Trop vieux à ce moment-là. Bon bah non mais c'est ça, mais voilà, très bien Alex. Ça me va très bien ce que tu as dit, c'est que c'est dans la nuit de samedi à dimanche qu'on va régler justement cette histoire et que enfin l'un ou l'autre, à moins d'un match nul, auront un grand nom enfin accroché à leur et c'est palmarès. clair qu'on l'a dit, on l'a dit dans le podcast. C'était essentiel pour eux d'avoir ce combat-là. oui, Pour leur oui. héritage sportif, si Spence n'avait pas affronté Crawford et si Crawford n'avait pas affronté Spence, c'est un énorme Il y aurait eu un trou. manque. C'est un énorme trou dans leur D'autant CV. qu'on le sait qu'en boxe, on peut réussir à s'éviter pendant des années, on le voit chez les poids lourds, là où dans d'autres sports, c'est pas forcément possible. Je rappelle simplement, parce que ça n'a pas été dit encore, que pour l'instant, Errol Spence a les ceintures WBC, IBF et WBA, et donc la WBO, c'est Crawford qui l'a, donc il paraît assez évident qu'il se rencontre pour unifier cette catégorie, mais c'était Qui a pas la Ring forcément Magazine c'était pas forcément fait. Je sais
pas qui a la Ring Magazine. La Ring Magazine n'a pas encore été mise en jeu puisqu'elle doit être entre le numéro 1 et 2 et donc ce sera samedi soir. Elle est mise en jeu samedi soir. Elle sera mise en jeu. Les gars, on va voir un dernier extrait, toujours issu du film. Excellent film d'ailleurs. Excellent film. C'est pas parce que c'est fait par la maison. Non, mais excellent film. Et c'est vrai que si vous voulez comprendre en plus des RMC Fighter Club, en plus de ce RMC Box, qu'on vous propose les enjeux de ce combat, vraiment tout est dit. Et en plus, vous avez des images très intéressantes trouvées par Nicolas Lansalo dans ce film. Dernier extrait, donc, ça résume un petit peu l'enfance de Terence Crawford. On va parler des enfances des deux boxeurs. Celle de Terence Crawford a quand même été marquée par une mère avec qui il avait une relation assez spéciale. Bud was around the corner fight. Somebody gonna come tell me. I'll go around there, get him, snatch him up, and bring him home. And an ass whooping with a belt. I paid the kids. I said, if y'all can whoop Bud, I give y'all $10 a piece. And offer $10 to anyone who can kick my sons. Yeah. A lot of takers. Yeah, the kids in the neighborhood. Couldn't nobody whoop them. I wanted him to be a man. At a point in time, it just became numb to me. That just made me immune to pain. It filled me with rage. And every time I stepped foot in the ring or anything that I ever did, I just wanted to win so bad so I can prove a point to it. Bon, vous l'avez compris, la maman de Terence Crawford donc, qui voulait endurcir son fils et donc qui donnait des petits bifetons à des jeunes du quartier pour se battre avec lui. C'est marrant parce que dans le film, il y a une phrase que je dis où je dis c'était une éducation à la dure. Ouais. Et un copain qui m'a dit non mais c'est de la maltraitance en fait, hein. C'est pas de l'éducation à la dure. Normalement, devant un tribunal, normalement t'es sanctionné pour ça. Mais bon, en attendant, je pense pas qu'il attaque sa mère parce que vu où il est arrivé grâce à ça aussi, il peut maintenant la remercier. Ça fait contraste, vous le verrez aussi dans le film, avec l'histoire de Spence parce que lui c'est tout le contraire, Alex. Là où la mère de Crawford payait des jeunes pour le taper, et bah lui, du côté de Spence, c'est son père qui lui donnait à lui des billets pour qu'il aille à la salle et pour qu'il commence à s'entraîner. Donc en fait, chez l'un et chez l'autre, ça n'a pas été naturel de commencer la boxe. C'est leurs parents respectifs qui leur ont mis le pied à l'étrier de manière bien différente. C'est ça, parce que Spence, même la première fois qu'il va à la salle, son père l'amène, lui dit on va aller faire du sport, lui dit pas quel sport et lui dit pas où ils vont. Et c'est en le déposant à la salle qu'il comprend qu'il va faire de la boxe. Et comme il veut pas, il lui donne un petit billet pour le motiver à continuer, parce que le père est un grand fan d'Ali notamment. Donc c'est lui qui était l'amoureux de la boxe. C'est des histoires de toute façon, Joe me contredira pas, en boxe il y a toujours des histoires de famille, on est beaucoup dans le pathos, on est beaucoup dans les choses. Et c'est ce que t'adores. Oui, c'est ce que t'adores, mais permets-moi de te couper, Alexandre, il faut pas en faire trop non plus sur ce genre d'histoire-là, parce que certes ça marque un homme, ce que tu veux, mais pour moi l'influence que ça va avoir sur le combat et dans l'opposition entre les deux, c'est vraiment 0,0005%. Et je vois des gens dire ouais mais tu te rends compte, Crawford il a ce chien en lui, parce que non, c'est bon, l'autre aussi il a le chien en lui, il l'a montré. Alors on va parler du chien qu'ils ont en eux parce qu'en plus de leur enfance, il y a eu deux événements qui ont marqué pour l'un sa vie plus récente et pour l'autre plutôt son adolescence. Du côté de Spence, un accident de voiture en 2019. Il était au volant de sa voiture tout seul, il sortait de boîte, il était bourré, il avait pas sa ceinture, il fait des tonneaux, la vidéo est dingue et finalement il ressort avec quasiment rien. Incroyable, c'est un miraculé. Et du côté de Crawford, à l'époque chez lui à Omaha, il allait jouer au dé avec des potes et finalement il repart avec un petit billet et puis là il y a des balles, des coups de feu qui commencent à être tirés. Il se prend une balle juste derrière l'oreille. Il passe à ça de mourir, tout simplement, un accident tragique. Donc les deux sont passés à ça. Et quand on voit aussi dans le film RMC Sport, par exemple, Errol Spence qui est avec ses chevaux et qui dit depuis que j'ai vécu ça, ça m'a permis de me recentrer, etc. Ce côté-là de leur vie, Joe, tu peux pas dire que ça les a poussés à devenir encore plus sérieux dans leur boxe. Bien sûr. Et je pense qu'on a vu, notamment Spence sur son combat de retour contre Ougas, qu'il avait l'air d'être plus sérieux et plus discipliné. Donc je pense que ça a été une piqûre de rappel nécessaire. Après, pour moi, ce genre d'anecdote, c'est du storytelling, même si ça a un peu d'importance. Mais je pense que le combat en lui-même suffit à nous hyper. Mais de toute façon, par contre, je pense qu'il y a une énorme différence dans ce changement dont tu parles, Charles. C'est que quand ça arrive à Errol Spence, il vient de battre Sean Porter, il est déjà bien engagé dans sa carrière. Alors, oui, il dit que ça change des choses, notamment un peu plus de sérieux peut-être. Discipline. Mais un peu plus de discipline, mais
globalement, il est déjà bien impliqué dans sa carrière. Il a déjà plus de 20 victoires. Il est déjà champion du monde. Crawford, il est qu'à 4-0. C'est en tout début de carrière et il le dit lui-même. Ce soir-là, il doit aller s'entraîner, mais il préfère aller avec ses vieux potes d'Omaha jouer au dé. Je pense que Crawford, lui, ça a beaucoup plus influencé sur son changement de carrière. Il a revu ses priorités. Exactement. Et il a compris qu'il fallait être plus sérieux. Je dois devenir un champion et je dois me couper de certaines relations, malheureusement, parce qu'elles peuvent me donner du tort. Donc je pense que l'influence de ces deux histoires, elle est beaucoup plus importante pour Crawford et sa carrière. Bon, l'histoire, en tout cas, les deux, ils espèrent la marquer. Ils ont fait de belles choses aussi au niveau personnel, parce que pour le garçon qui vient du Texas, Errol Spence, il a quand même rempli le stade des Dallas Cowboys dans son état du Texas. De l'autre côté, Crawford, il a ramené à Omaha une ceinture de champion du monde. Ça n'avait pas été fait depuis Frazier il y a 40 ans. Donc quand même, au niveau de l'histoire, ils sont bien placés au niveau local et même au niveau international, évidemment. Ils ont tous les deux été chercher leur premier titre en Grande-Bretagne contre un Britannique. Ouais, c'est un petit parallèle. Avec d'énormes perfs. Et d'ailleurs, ça fait aussi partie, on parlait des grosses perfs de leur carrière respective. Ça les a marqués l'un et l'autre, évidemment. Alex, un petit mot juste sur cette catégorie des poids welter, parce que elle a peut-être été un petit peu dépeuplée ces dernières années, mais il y a 40 ans, depuis 40 ans, c'est quand même l'une des catégories qui a rythmé l'histoire de la boxe. De toute façon, globalement, c'est une des catégories mythiques de la boxe. On n'est pas sur les super quelque chose, c'est une des catégories historiques de la boxe. Il y a parmi les plus grands noms, Sugar Ray Robinson, qui est considéré par beaucoup comme le meilleur boxeur de l'histoire. C'était un ancien champion des welter, des Joe Walcott, des Henry Armstrong. On peut citer énormément de noms de l'ancienne époque comme moderne. Mais vous pourrez retrouver dans le Fighter Club, le dernier qu'on a fait sur Spence Crawford, où on vous fait un truc un peu plus fourni de 10 minutes là-dessus, où on revient sur tous les grands combats de welter des 40 dernières années. Et notre conclusion, c'est que il est dans la discussion, que ce Spence Crawford, il est dans la discussion des plus grands. On a cité ceux des Four Kings notamment. Obligatoire. Sugar Ray Leonard contre Roberto Duran dans les années 80, Sugar Ray Leonard contre Tommy Hearns en 81. On a cité un Pernell Whitaker contre Julio César Chavez en 93, Oscar de la Hoya aussi contre Félix Trinidad ou Shane Mosley, et puis bien sûr le Mayweather-Pacquiao dont on parlait tout à l'heure. Ça fait partie, Spence dit que ce sera sans doute le plus grand depuis 40 ans, donc le plus grand depuis Leonard Hearns. On peut être d'accord avec lui, en tout cas ce sera dans la discussion, ça fait partie de ces grands combats mythiques, d'une des catégories les plus mythiques de l'histoire de la boxe. Sans conteste. Ouais, Joe, d'accord à 100%. Et est-ce que peu importe ce qui va se passer sur le ring, les gars. Il faut que ce soit au rendez-vous quand même. Mais est-ce que l'affiche, par rapport à ce qu'ils ont donné, tu cites des Sugar Ray Leonard, même si le combat et pas forcément à la hauteur des espérances, est-ce que quoi qu'il arrive, il restera quand même dans l'histoire par rapport à ce qu'ont donné ces deux gars? Non, mais ça, on peut pas savoir. Ça va dépendre de comment ça va se passer. Ça dépend 100% de ce qui... Oui, mais regarde... Pas 100%, mais ça joue. Ouais, mais ça joue beaucoup. On parle d'un Mayweather-Pacquiao, je suis désolé, mais même si c'était pas la qualité de boxe qu'on attendait de ces deux boxeurs de génie, c'est resté dans l'histoire. C'est resté dans l'histoire parce que ça a vendu un maximum de pay-per-view dans la mesure où ce combat... Mais on savait avant que ça allait rester dans l'histoire. Étaient deux figures médiatiques qui avaient une importance beaucoup plus spectaculaire que celle de Spence et Crawford. Malheureusement, ces deux-là payent un petit peu le déclin de la boxe, payent un petit peu le manque de travail de leurs promoteurs et payent aussi le fait que leur personnalité ne soit pas mise en avant plus que ça. Après, si tu me parles juste d'un point de vue technique et que tu t'adresses juste à des puristes, évidemment que ce combat-là, ça va être à la même hauteur que Mayweather-Pacquiao. Malheureusement, et encore une fois, c'est notre travail, c'est à nous de le faire. Il faut expliquer aux gens que même si à l'heure actuelle l'intérêt pour ce combat-là est moins important que pour le combat Mayweather-Pacquiao, on est sur un standard technique qui est beaucoup plus élevé. Et par rapport à ce que tu disais Charles, mais c'est important ce qui se passe dans le ring aussi par rapport à tout ça. Parce qu'il y a une revanche et une trilogie. Et puis, est-ce que c'est à la hauteur des attentes qu'on a? C'est important. Tu disais Mayweather-Pacquiao, en effet. Mais imagine si le Mayweather-Pacquiao sportivement avait été une dinguerie, avait été vraiment ce que t'attendais 5 ans d'avant. Et ben ce combat-là serait tout en haut des plus grands combats de l'histoire de la boxe, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'il faut que sportivement ça vaille le coup. Je parlais dans les grands combats des 40 dernières années de Walter de la Hoya Trinidad, qui à l'époque est très attendu. Sauf que le combat est très décevant. Le combat est très décevant derrière. Donc ça va dépendre aussi, s'ils nous montrent, s'ils sont à la hauteur des attentes, ce sera tout en haut. De quoi on se rappelle de Mayweather-Pacquiao concrètement? On se rappelle que le décorum. On se rappelle le décorum, l'avant. Les gars, l'histoire de ce combat-là, tu demandes aux suiveurs de la boxe, 90% te diront que le fait marquant, c'est que Pacquiao avait l'épaule en vrac. C'est triste. Et puis en fait, tu te souviens plus de l'à côté. Des stars qu'il y avait, du nombre de pay-per-view vendus. C'est tout ça qui a marqué dans ce combat. Le nombre de pay-per-view et la blessure à l'épaule de Manny, c'est tout. Non, et puis clairement, pour terminer, c'est ce qu'on fait là pour le coup.
on dit que justement le fait de gloire qui restera dans la carrière de Spence et de Crawford, ce sera ce combat-là. Du côté de Mayweather et de Pacquiao, c'est tout ce qu'ils ont fait avant en fait. Et c'est ça qui a amené justement à ce que tout le monde attende ce combat. Mais on s'en souviendra comme d'un bouquet final, mais on s'en souviendra jamais effectivement comme d'un très grand combat. Et c'est certainement ce qui fera la différence avec ce Spence Crawford. J'espère vraiment que ça ressemblera plus à Leonard Hearns qu'à Mayweather Pacquiao. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Vous l'avez compris, beaucoup d'enjeux. 4 ceintures de champion du monde dans les 4 plus grandes fédérations de la catégorie des poids welter. Ce sera entre Errol Spence Jr. et Terence Crawford à partir de 2h du matin sur RMC Sport 1 dans la nuit de samedi à dimanche. Soyez bien au rendez-vous. Si vous voulez avoir encore plus d'informations, vous allez écouter ces deux messieurs dans le RMC Fighter Club, disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes. Merci beaucoup les gars. Merci d'avoir été là. Merci, on se retrouve très bientôt pour du MMA et de la boxe sur la chaîne YouTube RMC Sport. Ciao.